Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 135. Et dans cette chronique, faisant suite à des audios précédentes concernant justement cette école qu'on pourrait définir aujourd'hui, l'école de Palo Alto, qui finalement est en train de flouer complètement la vieille école poussiéreuse, mais qui a encore de beaux restes. J'entends dire effectivement l'école de Chicago. Je voudrais vous parler un petit peu, encore une fois, pour revenir à cette idéologie qui commence à prendre forme, bien que c'est un oxymore, puisque l'anarcho-capitalisme de Rebar devient aujourd'hui une anti-idéologie, si je peux m'exprimer ainsi, mais comme toute idéologie, même si elle est anti-idéologique, elle devient par défaut, et par le fait qu'elle est prépondérante, elle devient elle-même une idéologie. Alors la question, la petite réflexion que je me pose, le capitalisme anarchiste ou l'anarcho-capitalisme tel qu'on peut le définir, puisqu'aujourd'hui il est une réalité, il prend différents aspects, aussi bien près de différents mouvements internationaux incarnés par Otpor ou Liberty of Freedom, qui est un mouvement étudiant, estudiantin très prisé, Peace and Love and Freedom, et qui devient, je dirais, une sorte de dynamique sympa, ouvert vers le monde, présentant des thèmes tout à fait anodins, mais qui, finalement, au fond, sous couvert de relations bon enfant et de recherche technologique, finalement, investit un peu partout dans le monde la jeunesse et lui apporte inconsciemment ou consciemment un modèle, une façon de penser et effectivement une certaine forme d'entrisme dans des structures ou des États qui avaient pendant très longtemps le vœu de conserver certains éléments qui leur permettaient de pouvoir être ce qu'ils sont. Alors, le capitalisme, je dirais, anarchiste ou l'anarcho-capitalisme, qui implique effectivement, je dirais, une division de classe de la société en patrons et ouvriers, en raison de son soutien, puisque de toute façon, revenons à la doxa, au mécanisme réel, et non pas à des paradigmes imaginaires. Donc, effectivement, la société, puisqu'on est, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même si aujourd'hui cela est devenu un tabou de parler de société de classe, il n'en demeure pas moins que, avec la transformation, peut-être trompeuse en apparence, la société se classifie encore aujourd'hui en patron et en ouvrier. Alors, bien entendu, je parle de décideurs et de ceux qui sont les exécutants. Le terme sera peut-être moins impropre et plus approprié. Alors, définissons cette société par une analyse classique, donc analyse de la société entre patron et ouvrier, en raison de son soutien à la propriété privée. Ce sont des aspects fondamentaux. Ce sont des éléments qui sont, je dirais, imparables. Alors, une fois ce constat fait, une telle division nécessitera un État pour la maintenir, bien entendu. Alors cependant, je voudrais préciser qu'il ne doit pas nécessairement s'agir du même État que celui existant actuellement. C'est là où, finalement, au fond, au niveau structurel, les choses avancent en profitant de l'incompréhension. Puisque on sait pertinemment que tout élément est en mouvement, alors
en ce qui concerne le sujet qui nous amène, donc l'anarcho-capitalisme, qui déclare clairement que des associations de défense existeraient pour protéger la propriété. Et pour, je dirais, le capitalisme anarchiste ou l'anarcho-capitalisme, ces sociétés ne sont pas des États. Je vous renvoie à la pensée de Rothbard, où un État doit posséder l'une des caractéristiques suivantes, ou je dirais deux caractéristiques, soyons plus pragmatiques. Petit 1, je dirais la capacité de taxer ceux qui y vivent, et petit 2, affirmer et obtenir généralement un monopole qui contraint de la fourniture des moyens de défense sur une zone, je dirais, précise ou une zone donnée. Alors au lieu de cela, l'anarchisme capitaliste ou l'anarcho-capitalisme pense que les gens devraient pouvoir choisir leur propre société de défense qui fournirait des services de police, des tribunaux, bref, qui se substituerait finalement au fond aux services régaliens, qui sont en définitive, je dirais, les institutions collectives en commun, et qui seraient incarnées effectivement par un État, avec une démocratie, des élections, et donc aujourd'hui nous sommes dans cette mode, je dirais, ce mode de pensée, où ces associations seraient obligées de respecter le code de la loi fondamentale, bien entendu un code de droit, mais basé sur une conception libertaire, plus globale, plus générale, et régirait les sociétés ou les actions, entre guillemets, les avoirs de ces sociétés. Alors, comme toute autre chose du capitalisme, ce code de droit reflèterait, je dirais, l'offre et la demande, en particulier si les juges, par exemple, prospèrent sur les marchés et proportionnellement à leur réputation d'efficacité ou même d'impartialité. Alors bien entendu, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour penser qui défendrait les intérêts des juges et des entreprises de défense, je dirais, prospères. Leurs propres membres, ainsi que ceux qui paient, je dirais, leur salaire, appartiendraient à cette même élite, élite oligarchique ou oligarchie sans en être, mais qui, au demeurant, aurait le pouvoir, puisque le pouvoir est bien quelque part. Si l'État ne l'a plus, il est bien évident que le pouvoir sera ensuite dans les mains de d'autres structures. Alors, prenons l'exemple que si le système est basé sur $1, un vote, il est facile de voir les valeurs que défend la loi, et je dirais même les termes des accords libres, dans un tel système de loi qui serait institué en faveur des prêteurs par rapport aux débiteurs, ou également des propriétaires par rapport aux locataires, voire même des employeurs par rapport aux employés, et de manière identique au système plus ou moins actuel. Alors, comme on pouvait s'y attendre, dans un système basé sur des droits de propriété absolue et sur le free market, c'est-à-dire sur le marché libre, on présume que les lois seront effectivement choisies, bien que j'imagine que la plupart des anarcho-capitalistes soutiennent le mythe de la loi naturelle, dont les implications autoritaires sont discutées dans différentes sections ou dans différents cercles. Bon, bref, en tout état de cause, cela serait fondé ou ne serait pas fondé sur une personne. Bien entendu, quand je parle de loi naturelle, souvent il m'arrive de discuter avec des spécialistes des écoles du capitalisme en général, plus classiques, et qui effectivement brandissent le capitalisme comme étant un élément, je dirais, naturel, inné de l'homme. L'homme serait une entité économique et dont sa survie ne dépendrait que finalement, au fond,
de sa réussite à avoir des capacités d'engranger multitude, je dirais, de moyens. Même si je trouve l'aspect réducteur, effectivement, cela fait appel chez l'individu certains mécanismes. Alors, je ne nie pas que se réaliser est une chose tout à fait évidente, mais ce qui me pose problème, c'est de croire que cela est indéfectible. Or, l'homme est aussi un animal social. Donc, c'est cet aspect qui a été gommé et qui finalement est condamné, puisque toute forme de social est ensuite assimilée par des mots valises pour justifier cette idéologie à toute forme, je dirais, de marxisme, de socialisme, de communisme, de stalinisme, de totalitarisme. Bon, vous m'avez compris. Alors, revenons effectivement au mécanisme de l'anarcho-capitalisme tel qu'il se construit aujourd'hui. Alors, certes, il n'est pas codifié, puisque lui-même se refuse à cette codification, mais après des recherches profondes dans les agissements des différents acteurs, dans des grandes entreprises comme Google ou comme Apple, ou même Facebook, pour ne parler que du GAFA, il y a une réalité, au moins où on pourrait préciser que ces acteurs-là ont des points communs dans cette forme d'idéologie nouvelle qui n'en est pas une. Alors, sur un marché libre, l'offre et la demande aboutiraient bientôt à un système juridique qui privilégierait, bien entendu, ceux qui ont le potentiel financier, donc les apports, donc finalement au fond les riches, par rapport aux pauvres, qui eux n'auraient pas le droit au chapitre. Et comme les droits seraient, comme tout le reste, une sorte de marchandise, ils reflèteraient bientôt l'intérêt finalement de ceux qui ont placé des billes. Et finalement, nous en arrivons quelque part à une certaine forme de totalitarisme à l'envers. Et cependant, je voudrais préciser que certains anarcho-capitalistes affirment que, tout comme les voitures moins chères, développées pour répondre à la demande, les associations de défense des pauvres devraient faire de même. Et ceci, je voudrais leur dire qu'ils oublient quelques points essentiels, à savoir le code général de la loi libertaire serait applicable à toutes les associations, de sorte qu'elles devraient fonctionner dans un système déterminé par le pouvoir de l'argent. Deuxièmement, dans une course entre, prenons l'exemple, une Jaguar et une Mini, je vous laisse imaginer qui va gagner la course, sauf dysfonctionnement de la Jaguar, bien entendu. Enfin, comme pour toute entreprise, le marché libre entraînerait bientôt, je dirais, une domination du marché par quelques entreprises, alors que le coût en capital augmente en raison de la rentabilité de la concurrence, avec bien entendu des implications évidentes pour la justice. Et la justice serait reléguée au second plan, puisqu'elle ne serait plus qu'un concept non rentable, et c'est à cela qu'il faut bien y réfléchir. Alors, l'anarcho-capitalisme, revenons effectivement à la substitution de l'État, ça veut dire en fait à la disparition de l'État, il est bien évident que toute société devra s'organiser avec des services, je dirais, pas répressifs, mais en tout cas des services qui maintiendraient l'ordre. Alors, on imagine qu'il s'agira bien entendu de ce que je suis en train de parler, en cas d'espèce, il s'agira des services de police, ou d'associations de défense, de tribunaux, de cours d'appel.
tous organisés sur le free market, donc sur le marché libre, et disponibles à la location. Aujourd'hui, nombre de sociétés de sécurité, effectivement, ont ce concept-là. On commande un agent pour des raisons de sécurité dans tel ou tel service ou dans telle ou telle enseigne, et cet individu est commandé comme un vulgaire paquet. Et il doit répondre, effectivement, d'une façon stratégique, à une rentabilité de la société prestataire qui l'envoie et du client qui en fait le vœu des services. Alors, bien entendu, comme le note David Wieck, le principal problème d'un tel système n'est pas la corruption des tribunaux et des forces de police privées, bien que ça reste un problème. Je prends le cas par exemple de la privatisation de la police new-yorkaise, dont le policier effectue des rondes dans son véhicule administratif la journée pour veiller à contrôler les dealers, et dont le soir retire son vêtement de policier afin de faire des heures supplémentaires et travaillant comme garde du corps de ces mêmes dealers. Donc cela pose énormément de problèmes dans l'organisation. Alors il y a quelque chose de plus grave que je voudrais déceler et vous faire état, c'est le danger de mafia. Puisque généralement les mafias ont pour réciprocité avec l'idéologie anarcho-capitalisme, comme toute idéologie d'ultralibéralisme, c'est la mafia est le principal ennemi de l'État, quand parfois elle ne se paye pas l'État, puisque la mafia, pour prospérer, pour organiser ses marchés, est souvent rattrapée par les lois d'un État et condamnée. Moins il y aura d'État, plus la mafia pourra prospérer. Historiquement, nous avons l'effondrement de l'Union soviétique et nous avons vu ce que ça a pu, d'une façon contemporaine, sans rentrer dans un historisme, je dirais, passé. Prenons par exemple le cas, effectivement, de l'arrivée de l'économie de marché en Russie. Effectivement, absence totale de l'État à l'époque de Boris Eltsine, et prise de contrôle des différents secteurs par des mafias. Alors, comme la mafia est finalement au fond le travers, comme disait Spengler, et l'écart incontrôlable que peut générer cette pensée, cette volonté de vouloir abattre absolument l'État et de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'État, et cet autre problème concerne le rôle des institutions. Et quand on parle d'institutions, je parle d'institutions de défense, dans un contexte social et économique donné. Alors, le contexte est celui d'une économie de marché libre, absolument libre, puisque c'est vers cela que finalement les gens tendent. C'est une marche irrésistible. N'oublions pas que, comme disait Marx, le capitalisme est en mouvement perpétuel. Et il fait fi de ceux qui voudraient le réguler, puisqu'il est, à mon sens, non régulable. Alors, puisque dans le contexte, nous parlons d'une économie de marché libre sans restriction de l'accumulation de la marchandise ou des biens, rappelez-vous l'expérience américaine, à peu près, je dirais, à la fin de la guerre civile jusqu'aux années 30. Dans des tribunaux privés, des forces de police privées, voire des gouvernements privés. Rappelez-vous la crise de 29 qui permetta à la Goldman Sachs d'être plus présente dans les décisions du gouvernement et d'imposer finalement au fond ses règles. Nous savons également, comme je viens de le citer par un
étayé par un petit exemple, une petite anecdote. Nous avons l'expérience de la police privée. Euh, et bien entendu, cette police privée peut avoir ce que j'appelle des espions, des agents consulting, par des agents, je dirais, de subversion, qui sont là pour garantir effectivement certaines méthodes. Alors, finalement, ce système permettrait, je dirais, à des structures puissantes d'être un outil perdu des grandes entreprises et un instrument, je dirais, d'oppression définitive sur les classes laborieuses, voire sur les travailleurs. Alors, nous avons également, je dirais, vécu l'expérience des forces de police créées dans le même but au sein de sociétés par de nombreuses entreprises privées. Les constructeurs, par exemple, d'automobiles s'appuient sur d'autres instruments secrets de caractère privé, généralement appelés justiciers. Donc, je voudrais encore préciser que celles-ci étaient en fait, et à ce titre, parfois décrites comme des armées privées. Souvenons-nous que les sociétés privées en Irak étaient mieux achalandées, mieux protégées matériellement, avec bien entendu logistique, matériel militaire, armes de combat, que le simple boy américain qui lui parfois devait payer son pactage. Donc effectivement, ce qu'on a appelé effectivement le mercenariat. Donc le problème, c'est que il faut bien comprendre que les territoires appartenant à des compagnies, par exemple de charbon, qui englobaient souvent des villes entières, voire même les environs, les magasins où les mineurs étaient obligés par la contrainte économique de présider, les maisons dans lesquelles ils vivaient étaient généralement surveillées par la police privée, hein, rappelez-vous, et le plus souvent, où une société quelconque possédait cette propriété. Également, je voudrais vous inviter à réfléchir sur la dictature des colonels en Argentine, où l'ouvrier vivait dans une ville, dont cette ville et toutes ses structures économiques appartenaient à une certaine caste de militaires. Pour faire court, l'ouvrier achetait ses produits de première nécessité dans un commerce qui appartenait à un général, qui lui-même sortant de l'entreprise, dont l'entreprise appartenait à un général, et dont l'achat d'un véhicule dont le concessionnaire n'était que le VRP d'une entreprise appartenant à un autre général. Donc vous voyez, finalement au fond, tout était régulé par une même structure. Alors, pour revenir à ces complexes qui se constituent au bout d'un moment nécessairement en loi, puisque c'est une réalité en soi, suffisamment puissant pour ignorer lorsqu'ils n'achetaient pas les gouvernements, ce qui aujourd'hui est un cas, je dirais, d'école, puisque qu'on le veuille pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on puisse critiquer Emmanuel Macron en considérant qu'il émane de la gauche, de toute façon la gauche et la droite aujourd'hui ça ne veut absolument plus rien dire, il faut que les gens peuvent garder des idéologies ou des pensées sur telle ou telle conception sociétale. Ce qui importe, c'est qu'ils soient avant tout en cohérence avec le marché. Et le marché n'a pas d'identité précise, si ce n'est que d'être le marché. Alors, bien entendu, quand je parle, par exemple, des différentes juridictions du système fédéral américain qui en est l'exemple suprême, ce système industriel était à l'époque souvent qualifié, entre guillemets, de féodalisme moderne.
Alors, nous avons là, je dirais, un des exemples. Certains, comme Knut Hamsun, ont bien précisé que c'est un système hérité d'une certaine monarchie, sans roi, avec des rois autoproclamés par la réussite sociale. Et donc, on tient effectivement, pour faire plus simple, l'un des exemples le plus, je dirais, précis de l'idéal anarcho-capitaliste. Une sorte d'intervention limitée de l'État, dont l'État ne serait plus finalement qu'une coquille vide, d'un règne libre pour les propriétaires, donc ceux qui seraient les possédants seraient les décideurs, et ceux qui donneraient le ton, et dont les autres n'auraient plus que le droit de se taire et d'obéir. Alors, que s'est-il passé? Aujourd'hui, les riches réduisent la classe ouvrière à une existence semblable à celle du serf. N'ayons pas peur de le dire. La production capitaliste s'appelle les formes de producteurs indépendants qui existaient déjà même à l'époque, à la grande contrariété des anarcho-individualistes de l'époque, et produisaient essentiellement, je dirais, les entreprises américaines que les capitalistes les plus anarchistes se disent contre. Il faut savoir que l'anarcho-capitalisme reproche même aux néoconservateurs d'avoir un semblant d'État, ou une volonté de mettre en place des structures qui garantissent encore certains secteurs publics. Quelque part, ils empruntent à Milton Friedman sa détestation de toute forme de service public. Alors, revenons à notre réalité. La montée des entreprises aux États-Unis montre exactement comment un code droit libertaire général reflèterait les intérêts des riches et des puissants, et les lois reconnaissant les sociétés qui ne sont pas, je dirais, sans attache d'une certaine forme de production, et dont l'État finalement ne serait qu'un bras séculier servant effectivement la soupe en matière juridique pour la défense de ces mêmes puissants. Macron aujourd'hui en est l'exemple probant. Et ce que Rothbard, dans son manifeste, Rothbard considère que cela ne pose aucun problème. Alors, effectivement, nous avons également, qui n'a pas vu des séries américaines, sur la conception juridique des cabinets d'avocats aux États-Unis, qui finalement sont plus des cabinets d'affaires que des cabinets soucieux de la justice d'une manière générale. Alors effectivement, en défendant des causes d'individus lésés par ces mêmes grands, je dirais, grands capitalistes, ils ne sont pas mués par l'avidité d'une certaine justice sociale, mais bel et bien de l'appât du gain, puisqu'ils savent qu'en attaquant certaines entreprises qui concentrent un bénéfice de plusieurs milliards, ils en tireront un bénéfice également, s'ils devaient triompher et condamner certaines entreprises, financier intéressant pour leur cabinet. Bon, cela est encore un autre problème, puisqu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations sont organisées par des avocats habitués, bien entendu, à servir les riches. J'en veux pour preuve, par exemple, la caution. Celui qui a les moyens de la payer peut sortir, et celui qui n'a pas les moyens de la payer reste effectivement enfermé. Donc, même si certaines campagnes nationales d'éducation ont été lancées, qui visant à renverser des décisions de la Cour de justice, qu'on appelle la Cour suprême, selon laquelle, les entreprises ne pouvaient pas être considérées comme une personne morale,
Je vous renvoie à la loi de 1886. La Cour suprême avait accepté l'argument selon lequel les sociétés étaient des personnes et que l'argent était un bien protégé par la clause de procédure du 14e amendement, et les juges de la Cour suprême n'étaient pas simplement des interprètes de la Constitution, mais c'est également des hommes de certains milieux d'affaires, de certains groupes d'intérêts, et c'est des intérêts de classe. Bien entendu, ce mot est absolument tabou, puisqu'il est, je dirais, codifié comme étant un mot fatalement marxiste, fatalement léniniste, enfin bon, vous m'avez compris. Alors ce résultat évident, quand la richesse privée est incontrôlée, alors un complexe judiciaire bénéficiant d'une clientèle de sociétés riches, dont la devise est l'intérêt personnel, n'est guère une force sociale anodine, voire que pourrait dire même contrôlable par la possibilité de former ou de s'affilier à des entreprises concurrentes. Surtout si ces entreprises sont elles-mêmes des grandes entreprises et donc un impact important sur les lois qu'elles appliquent et par les produits qu'elles apportent, où elles sont, je dirais, incontournables et nécessaires. Alors, il faut savoir que tout système judiciaire existera dans un contexte des institutions économiques. S'il existe des inégalités, par exemple, flagrantes, de pouvoir dans les domaines économiques et sociaux, il faut imaginer une société étrangement compartimentée pour croire que ces inégalités ne reflèteront, n'ayons pas peur de le dire, ne se reflèteront pas dans le domaine judiciaire et juridique, et que les puissants seront incapables de manipuler le système juridique et judiciaire. Bien entendu, manipulation à leur avantage. Alors même si abstraites, je pourrais considérer que les choses sont assez abstraites pour de telles influences dans un contexte précis, il n'en demeure pas moins que pour considérer les mérites d'un système judiciaire abstrait, c'est suivre une méthode qui ne risque pas de nous mener loin, soyons honnêtes. C'est d'ailleurs une critique qui s'applique à toute théorie qui s'appuie, je dirais, sur un état de droit pour outrepasser les tendances inhérentes à un système social économique donné. Alors si on évalue la prétention de l'anarcho-capitalisme tel qu'il se définit aujourd'hui dans les cercles en Californie à être une forme d'anarchisme, il faut savoir que l'anarchisme est au service en tant que dynamique sociétale et non pas en tant que dynamique d'organisation. L'anarchisme en tant que tel n'est qu'une conception d'un rejet de toute forme de structure. Peut-être que effectivement cela concourt à un moment donné à un ras-le-bol d'un État qui exagère dans ses pratiques, mais n'a pas dans ses principes, bien entendu, une organisation sociale. Je prends par exemple l'Espagne, quand Buenaventura Durruti a mis en place l'anarcho-syndicalisme, il y mêle le rejet de toute forme de pouvoir dans l'anarchisme, mais il y mêle aussi le syndicalisme, donc une forme d'organisation. Et là, rejet de toute forme de pouvoir, avec bien entendu un capitalisme, c'est-à-dire qu'en fait, rejet de toute forme de pouvoir avec un autre pouvoir. Également, comme je viens de le traduire, dans l'idéologie de l'anarcho-syndicalisme, rejet de toute forme de pouvoir avec notre propre pouvoir, le syndicalisme. Bon, ceci étant, une fois qu'on a compris ça, on sait pertinemment que, avec la multiplication des associations de défense privée sous le capitalisme réellement existant, que beaucoup de capitalismes, je dirais anarchistes, citent comme exemple de leurs idées, et nous pouvons apprécier, dans tel ou tel cas, que de nombreuses expériences documentées de manifestants ont été violemment battus par les gardes de sécurité privés. En ce qui concerne la théorie du marché, nous avons aujourd'hui, dans le cadre des Gilets jaunes, une police qui est de
qui ne réagit aujourd'hui de plus en plus d'une façon privée, et qui est aux ordres de l'État et qui est incapable d'avoir une propre éthique, suivre un propre code de déontologie, et de refuser effectivement si l'État ou si ceux qui sont à la tête de l'État passent outre les règles qui normalement devraient les contraindre aussi à obéir. Alors, puisque effectivement j'ai parlé des gardes de sécurité privée, en ce qui concerne la théorie du marché, les entreprises ne fournissent que ce que l'acheteur demande. Les droits des autres ne sont pas un facteur. Encore plus d'externalités, évidemment, ça c'est une chose qui est évidente. Alors avec le retour d'un code de droit libertaire général, ce que veut quelque part un peu Macron, imposé par des sociétés privées, cette forme de défense des droits de propriété absolue ne peut que croître à des niveaux que nous avons indiqués, je dirais, dans différents, n'ayons pas peur de le dire, différents audios précédentes que j'ai pu effectuer. Alors, quand on examine d'une façon réelle et sérieuse, parce que il est toujours important de codifier les actions, parce que c'est à travers les actions, puisque cette idéologie dit qu'elle n'en est pas une, mais elle a bien entendu des actions, des impacts sur la société. Alors il est clair que les associations de défense anarcho-capitalistes répondent aux critères de l'État, ils défendent des relations de propriété et d'autorité, et exercent la contrainte et sont des institutions hiérarchiques qui, par contre, le gouvernement leur est subordonné. Au bout d'un moment, le gouvernement privatisé n'est que finalement un bras séculier de ceux qui les emploient. Alors même si on peut répondre à ses propres définitions, définition de l'anarcho-capitalisme qui se heurte effectivement à des difficultés puisqu'il est sans cesse en mouvement. Prenons par exemple sous le capitalisme, la plupart des gens envoient une grande partie de leur journée sur la propriété d'autrui, à savoir qu'ils travaillent ou vivent dans des logements en location. Par conséquent, si les propriétaires choisissent une association de défense, cela n'apparaîtra-t-il pas comme un monopole contraint de fourniture de défense sur une zone donnée. Même si on considère, c'est-à-dire que si, considérant par exemple le code de ce que j'appelle de la loi définie, cela pourrait être considéré comme un monopole, puisque ce sont ceux qui ont la puissance et les moyens qui détermineront quels sont les intérêts. Vous voyez, c'est un peu comme beaucoup d'individus parlent de régulation du marché. Mais ceux qui le dérégulent sont ceux qui font le marché. Donc ils n'ont pas intérêt à s'autoréguler, puisqu'ils, finalement, gagnent énormément d'argent avec le marché tel qu'ils l'ont établi. Il n'est que la conséquence, finalement, au fond, de leur réussite et de leurs bénéfices. Alors, il faut bien comprendre, il me semble donc, que le capitalisme anarcho ou l'anarcho-capitalisme aurait des lois, une police, une armée, effectivement, privée. Et cela devient de plus en plus familier. Cependant, il y a une légère différence où les propriétaires seraient en mesure de choisir entre les entreprises concurrentes pour leurs services. Par conséquent, l'anarcho-capitalisme ne se débarrassera pas de l'État dans un premier temps, car son intérêt, c'est de le privatiser. Il suffit d'ouvrir les yeux et de réfléchir et de voir, effectivement, par exemple dans notre pays, qui met en place les réformes de privatisation. C'est bel et bien l'État. Donc ça veut dire, tout suppose,
que cet État est l'instrument, effectivement, des puissants. Il n'est plus ce que Proudhon définissait. Alors, loin, bien entendu, dans un premier temps, de vouloir abolir l'État, les anarcho-capitalistes souhaitent déjà, dans un premier temps, le privatiser. Leurs entreprises rendent le même service pour les mêmes personnes, de la même manière. En étant employés par le patron, ils font que renforcer la nature totalitaire des sociétés capitalistes. Et finalement, la police n'étant même pas légèrement responsable devant les simples citoyens, puisque, exécutant des actes à l'égard de sa propre population, sans avoir besoin de rendre des comptes. Vous savez, l'obéissance aveugle où j'obéis à la hiérarchie, même si à un moment donné, les lois qui sont, je dirais, dispensées par la hiérarchie deviennent injustes ou inacceptables. Alors, pour en terminer là, parce que je ne vais pas rester des heures à faire des analyses, et Dieu sait que les travaux ne manquent pas, les anarcho-capitalistes, qui sont aujourd'hui, à mon sens, la nouvelle génération du baby-boom de l'ultralibéralisme, souhaitent en fait développer des États privés, des États qui sont strictement responsables devant leurs maîtres payeurs, sans même le simulacre de démocratie, qui finalement, n'oublions pas qu'un État peut être ultralibéral, ultracapitaliste, sans pour autant être une démocratie. Le régime de Pinochet au Chili nous en a montré l'exemple. Donc, il faut bien comprendre que par conséquent, un nom bien meilleur pour l'anarcho-capitalisme serait le capitalisme total et définitif de l'État privé, et du moins de cette façon, on pourrait avoir une idée plus juste pour comprendre qu'en définitif, sa nature serait de nous vendre avec un certain consentement cet élément qui aujourd'hui, à la lumière de la doxa et de la praxie, serait inévitable puisqu'inhérente aux lois naturelles. Vous voyez, c'est une façon de nous faire accepter une certaine forme de totalitarisme parce qu'il est, je dirais, consubstantiel à la nature humaine. Voilà, je viens de vous expliquer un peu globalement ce que l'école de Palo Alto est en train de mettre en place, sans le dire vraiment, puisque eux-mêmes considèrent qu'il n'y a pas d'idéologie, mais s'il n'y a plus d'État, l'État est forcément quelque part. Et le pouvoir est forcément quelque part. Donc je vous remercie pour cette réflexion, qui n'engage que moi, et je vous dis à la prochaine chronique.